ça serait même du pléonasme de dire bien sûr. En fait, comme vous le savez, l'avortement, je pense que quelqu'un vous l'a défini, c'est tout simplement l'interruption volontaire ou involontaire de la grossesse jusqu'à 12 à 14 semaines d'aménorrhée. Donc, ceci étant dit, si l'avortement spontané peut avoir des répercussions, il en est plus pour l'avortement clandestin. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes qui pratiquent les avortements clandestins ne sont pas souvent des professionnels vérus dans la tâche. Et pourquoi ils le font clandestinement? Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils n'ont pas le diplôme requis, d'une part. D'autre part, la loi l'interdit. Et troisièmement, c'est fait dans des conditions très désastreuses d'asepsie. Aucune asepsie, la plupart du temps. Et c'est ce qui fait que cette femme qui subit un avortement provoqué court plusieurs risques. Il y a les risques immédiats. Dans l'immédiat, elle peut saigner. Même dans l'immédiat, elle peut avoir ce qu'on appelle le choc vagal, c'est-à-dire que le fait de toucher le col utérin peut entraîner la mort subite de la personne. Si elle échappe à cette complication majeure, elle court le risque aussi dans l'immédiat de mourir d'hémorragie. Et c'est des hémorragies cataclysmiques qu'on cache. Si l'avortement spontané cause des problèmes, il en est plus pour l'avortement clandestin. Parce que le non clandestin voudrait dire tout simplement que c'est fait dans des conditions non acceptables d'asepsie, c'est fait par du personnel qui en fait n'a pas comme vocation la sphère gynécologique et obstétricale, et c'est fait dans un environnement qui est désastreux. Et c'est ce qui fait que je disais tout à l'heure que les causes sont immédiates, à moyen terme et à long terme. En ce qui concerne les causes immédiates, je disais qu'il y a le choc vagal. Le choc vagal, c'est quoi? Quand on touche le col utérin de l'utérus, c'est la partie inférieure de l'appareil génital et qui surgit dans le vagin. Il est totalement innervé et ça peut entraîner un choc vagal qui peut entraîner la mort. La deuxième chose, c'est que si cette femme-là échappe à ça, elle peut saigner, avoir un saignement qui en fait, s'il n'entraîne pas la mort immédiatement parce qu'il y aura des soins, ça peut entraîner une anémie à vie, une insuffisance rénale et une insuffisance cardiaque. L'autre chose que ça peut entraîner aussi, c'est que les infections. Comme vous l'avez dit, c'est un avortement clandestin fait dans des conditions non aseptiques. Donc, cette femme court des infections. Et ces infections sont souvent cachées. Et ce sont ces infections qui vont entraîner les complications ultérieures. L'autre chose, c'est que dans l'immédiat, elle peut en sortir aussi par une rupture utérine. Du fait que c'est des choses qu'ils mettent au niveau de l'utérus de cette femme et qui peuvent perforer l'utérus, entraîner d'autres complications très graves. Et la chose dont je parlais tout à l'heure, qui est l'infection, peut aussi entraîner ultérieurement ce qu'on appelle une infertilité ou une infécondité. Donc, voilà en fait ramasser tous les problèmes que peuvent engendrer les avortements clandestins. Oui, en fait, on parle d'inceste. On dit la plupart du temps, ce qui est autorisé, c'est quand la vie de la mère est en danger. Exemple, cette femme a eu une grossesse qui s'est soldée par des problèmes et son état de santé ne lui permet plus d'être enceinte, sinon elle risque de mourir. À partir de ce moment, s'il est établi que la vie de la mère est en danger, c'est pas un avortement clandestin, mais c'est un avortement thérapeutique. C'est un avortement thérapeutique. Il y a aussi le cas des, comment on les appelle, des affections
ou des maladies incompatibles avec une grossesse, telles que les cardiopathies décompensées. À partir de ce moment, on fait un avortement thérapeutique. L'autre chose, c'est que on parle d'inceste, de viol. Mais le problème qui se pose, c'est que le processus qui va faire amener une décision d'avortement thérapeutique fera que cette femme-là sera déjà à plus de 6 mois. Donc, ça sera un accouchement prématuré. Parce qu'il faut que des comités se réunissent pour voir la véracité de la chose afin de se décider. Donc, ce sont les seuls cas que la loi peut mettre en parenthèse pour dire qu'en cas de viol, en cas d'inceste, s'il s'ensuit une grossesse, il serait possible qu'on fasse un avortement thérapeutique. Mais en réalité, la loi n'autorise l'avortement thérapeutique que quand la vie de la mère est en danger. En fait, c'est un vœu pieux. Nous sommes dans une société africaine traditionnelle et je pense que, comme vous le savez en tant que journaliste, notre vie est sous-tendue par des us et coutumes que nous devons obéir par la force des choses. Il est dit que le corps de la femme devrait appartenir à la femme. Mais il est dit autre part que si votre mari tente d'avoir un rapport sexuel avec vous et que vous refusez, vous êtes en tort. Donc, voyez le dilemme que vivent les femmes. La femme devra normalement, elle doit être capable de dire que je planifie mes grossesses. Je veux avoir des enfants tous les 3 ans, tous les 2 ans. Je veux avoir 2 enfants ou 3 enfants. Mais dans le foyer qui décide, ce n'est pas les femmes qui décident. Donc, ce qui arrive la plupart du temps, ce n'est pas seulement les jeunes filles qui vont aller se faire avorter. Mais aussi, il faut se dire que dans ce magma d'avortement, on a des personnes qui sont en union, mais qui sont surpris par une grossesse. C'est ce qu'on appelle la grossesse non planifiée. Quand c'est non planifié, ça devient grossesse non désirée. Et donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça peut se solder par un avortement spontané, parce que comme vous le savez, le corps humain, surtout l'enfant qui est dans le ventre de la mère, il ressent tous les sentiments de la maman et ça peut provoquer des avortements. Mais ce qui est sûr et certain, la plupart du temps vont chercher à se faire avorter. Qu'ils y arrivent ou qu'ils n'y arrivent pas. Mais c'est un vœu pieux et j'aimerais que, peut-être dans un futur très proche, que la femme soit maître de son corps, mais qu'elle puisse aussi planifier avec son mari le nombre d'enfants qu'il veut au moment où il le veut. J'avoue que c'est difficile à manager. Malheureusement, nous ne prêtons pas une attention particulière à ces femmes. Il faut le dire. Je suis sage-femme de profession, j'ai servi peut-être pendant 20 ans. Et peut-être je continue d'une façon ou l'autre de faire la sage-famerie. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le lot des femmes qui sont assises pour la consultation prénatale, nous ne prêtons pas attention à ces genres de personnes. Et c'est pourquoi les sages-femmes qui font une communication interpersonnelle poussée avec les clientes déterminent le type de femmes avec lesquelles ils doivent travailler. En fait, on peut les regarder, quand on les regarde déjà, on sait que ce sont des personnes qui ont des problèmes. Malheureusement, dans les curricula de formation, autant à l'école de base qu'en cours d'emploi, on n'a pas eu à élaborer un module de prise en charge psychologique de ces femmes-là. Et c'est dommage. Et qu'est-ce qui se passe? Si cette femme-là cherche à se faire avorter, elle n'arrive pas, elle viendra à la consultation. La sage-femme, le gynécologue, l'infirmier n'a pas l'oreille attentive pour l'écouter, au moins lui donner des conseils, être empathique à ses côtés. Elle va mener sa grossesse jusqu'à terme, mais qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est l'infanticide. Et c'est dommage. Et j'ai toujours dit qu'il y a quand même quelque part un fossé qui existe dans cette prise en charge et que nous n'arrivons pas encore à prendre en charge.
dans ma carrière professionnelle et peut-être dans les autres carrières, tout ce qu'on sait, c'est que une fois que la femme accouche, je ne sais pas si c'est l'effet de l'accouchement, la douleur de l'accouchement qui fait que, une fois que l'enfant sort, elle ne demande qu'à voir son enfant. En cas d'infanticide, elle va accoucher ailleurs, tuer son enfant. Mais si elle arrive à être dans une maternité, faire son travail comme il faut et accoucher normalement, elle va demander son enfant. Et aussitôt, il y a l'affection entre la mère et l'enfant. On n'a pas eu de déni. Rare. Dans ma profession, j'ai eu un seul déni, c'était du temps du docteur Leroy, et c'était à Abbas Ndao. Cette femme a caché sa grossesse à sa maman, à son entourage jusqu'à la fin. Elle a fait le burn-out, elle était un peu dépressive, elle ne voulait pas de son enfant. Mais avant de sortir de la maternité, nous avons fait qu'elle a eu à allaiter son enfant. Et une fois que la mère allaite son enfant, phénomène de Dieu, il se passe d'autres choses que nous, on ne comprend même pas. Mais en tout cas, l'affection est là. Oui, en fait, les études ont montré que nous avons à peu près 3% des décès maternels qui sont liés aux avortements clandestins. En tout cas, dans le monde, il est dénombré plus de 3 millions de grossesses non désirées. Par rapport à ces 3 millions de grossesses non désirées, nous avons à peu près 500 000 qui se soldent par des avortements. Moi, je dis qu'il y a deux choses. La première des choses, c'est qu'on puisse accepter la planification familiale. Ça, c'est la première issue. Qu'en fait, que les femmes puissent utiliser des méthodes contraceptives quand elles veulent, au moment où elles veulent, et qu'elles puissent arrêter quand elles veulent et avoir des enfants. Ceci réduirait drastiquement cette mortalité liée aux avortements. L'autre chose, c'est que il y a des cas extrêmes, où on devrait être amené à faire l'avortement médicalisé. Parce qu'avec l'avortement médicalisé, on sauve des vies et des vies de femmes. Donc je pense qu'avec la loi, si la loi aujourd'hui venait prendre naissance, je pense que ça réduirait beaucoup de choses. Et dans les études que nous avons eu à voir dans d'autres pays, une fois que cet avortement serait, je ne sais pas, légalisé, on a vu que le taux d'avortement a baissé drastiquement. Le taux d'avortement a baissé drastiquement et que les unités qui faisaient des avortements actuellement sont au chômage. Mais je ne dis pas libéraliser pour libéraliser, bien sûr, mais libéraliser dans un cadre structuré, avec des normes prédéfinies qui feraient que ça ne serait pas du n'importe quoi. Parce qu'à beau, on ne doit pas se voiler la face. Quel que soit alpha, il y en a qui continuent à le faire et ils continueront à le faire jusqu'au moment où on ne leur prendra pas, mais de toutes les façons, jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des avortements clandestins. Donc je pense que le réglementer par une loi qui est encadrée de clauses, moi je pense que ce serait pertinent pour réduire cette mortalité maternelle dont les femmes font les frais. Oui, en fait, un dernier mois, moi, je pense que c'est de façon passionnée que j'aborde souvent le problème. Parce que j'ai vécu à la maternité de Le Dantec en tant que jeune sage-femme, où j'ai vu des femmes victimes d'avortements provoqués et qui ont perdu leur vie. J'ai vu des femmes victimes d'avortements provoqués qui ont perdu leur utérus et qui n'auront plus à enfanter. J'ai vu d'autres qui actuellement se font traiter. Et quand tu fais l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire, elles vous diront que oui, effectivement, madame, j'ai eu à faire un avortement provoqué. Parce qu'en fait, elles se cachent. Les médicaments ne seront pas bien pris. Elle n'a pas de quoi, etc. Et c'est ce qui fait qu'elle va traîner, par exemple, avec une gynécie. Elle a saigné. Il y a eu l'accollement des deux parois utérines et qui va créer une infertilité. Elle a saigné, ses ovaires ne fonctionnent plus. Elle a saigné, elle a eu une infection
au niveau des trompes et qui fait, pour avoir un enfant, il y aura des problèmes. Elle n'a pas saigné, elle est devenue, elle a été sauve, comme on appelle les nier-mirs. Donc, cette femme-là, vous allez la traiter. Elle va faire une GU, une grossesse extra-utérine, parce que la qualité de ces trompes n'y est plus. Donc, mon dernier mot, c'est tout ceci, que nous et vous, qui sommes les hommes et femmes des médias, qu'on puisse faire une très grande sensibilisation, que ça soit au niveau des jeunes qu'au niveau des mamans. Parce que ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on a nos enfants, etc., qu'on connaît la vie. L'éducation sexuelle est importante, l'éducation à la vie familiale, elle est importante, mais l'éducation aussi à la planification familiale, elle est importante. J'aimerais que peut-être pour un dernier mot, que les gens puissent se dire qu'en fait, dans toutes les études qu'on a menées au Sénégal, les gens se sont dit que oui, même les plus hauts gradés, même les gens de la justice, etc., ils sont pour cet avortement, pour la légalisation de cet avortement. Donc j'aimerais tout simplement qu'on revienne dans l'orthodoxie et qu'on se dise que nous allons voter cette loi, mais le mettre dans un cadre qui permettrait en tout cas d'autoréguler cela.